Alors, est-ce que c'est bon? Faites-moi un signe. Je ne sais pas ce que c'est bon ou non. Franchement. Ça va. Allô? Est-ce que c'est bon? Donc, je répète. Donc, on a dit que l'infection de la main, nous avons deux types. Nous avons le panari, c'est une infection localisée d'un doigt, au niveau d'un doigt ou plus. Et nous avons le phlegmon. Le phlegmon, c'est une infection de la gaine digitale des fléchisseurs ou un phlegmon des espaces cellulaires, c'est-à-dire soit il y a la collection au niveau de la gaine digitale des fléchisseurs ou au niveau de tissu subcutané de la main. Nous avons également, donc on commence par le panari. Le panari, c'est une infection de n'importe quelle partie de doigt avec une collection localisée. Donc, elle impose à rechercher une porte d'entrée, une inoculation, une porte d'entrée, soit par un corps étranger, soit par piqûre d'insectes, et également d'un terrain, le diabète, l'utilitisme chronique, par exemple. Donc, comme le diabète, donc nous avons pas mal de diabète inaugural qu'on découvre après au cours d'un panari ou une infection de la main. Et il faut chercher aussi le germe, la nature de germe. Voilà une image. C'est ça. Et puis, on passe à l'étiologie. Donc, l'étiologie, on commence par le germe. Le germe, le plus souvent, c'est le staphylocoque doré, qui est le germe de la main, comme il peut être aussi le streptocoque, donc, voire d'autres germes pyogènes. Et le plus dangereux et le plus rare aussi, c'est les germes anaérobies. Ce sont des germes qui sont très graves, ils donnent des infections très graves, difficiles à gérer. Donc, ce sont des germes dus aux morsures d'animal ou humaines. Donc, nous avons le rôle d'un terrain favorisant. Le terrain favorisant, donc, il peut être le diabète, l'utilitisme chronique, la corticothérapie, le sida, la malnutrition, c'est-à-dire tout ce qui peut nous donner une immunodéficience. Donc, toute immunodéficience, quelle que soit son origine, peut nous donner une infection de la main. Donc, la clinique, le panari évolue spontanément en 3 stades. Nous avons le stade phlegmasique ou inflammatoire. Nous avons le stade de collection et le dernier stade, c'est le stade de complication. Le stade phlegmasique, c'est une inflammation locale, donc avec des signes inflammatoires locaux, rougeur, chaleur et œdème, sans fièvre. Il y a la douleur spontanée, qui est surtout la nuit, mais pas de douleur la nuit, pardon. Il y a une douleur qui est spontanée, mais on n'a pas de douleur la nuit. Donc, ce stade, il est réversible en 48 heures si on met notre malade, bien sûr, sous traitement. Donc, le stade de collection. Donc, le stade de collection, c'est une collection purulente. Vous voyez ici une collection purulente autour de l'ongle. Donc, nous avons une inflammation qui est plus marquée avec une collection du pus qui est palpable. Donc, une douleur intense, pulsatile et insomniante. C'est-à-dire c'est une douleur de la nuit donc, qui est insomniante. Donc, nous avons aussi les signes régionaux
en amont, c'est-à-dire un ganglion. Un ganglion, on peut avoir un ganglion au niveau de pli de coude, c'est-à-dire une adénopathie au niveau de pli de coude. Nous avons des signes généraux, la fièvre à 38, des globules, une hyperleucocytose, c'est-à-dire des globules blancs qui sont montés au niveau quand on fait un bilan biologique, une formule. Donc, c'est un stade irréversible de manière spontanée. Donc, à ce stade, il faut une chirurgie, il faut un geste chirurgical pour évacuer la collection. Sinon, ce stade va évoluer vers le stade de complication. Voilà, vous voyez ici un stade de complication. Il y a une nécrose carrément de doigts. Voilà, stade de complication. Donc, pour la complication, donc, soit l'infection va propager dans au tube de voisinage, donc, il va faire une fistulisation, soit vers l'os, elle va nous donner une ostéite, carrément une ostéite. Vous voyez sur la radio, vous voyez la radio, donc il y a une lise osseuse, c'est l'ostéite, ou vers le tendon et la gaine des tendons va nous donner ce qu'on appelle le phlegmon de la gaine défléchisseur. Les formes cliniques, donc nous avons le panari superficiel, le panari sous-cutané et le panari profond. Le panari superficiel, donc, c'est le panari de la région inguéale, c'est-à-dire péri-inguéale ou sous-inguéale. Nous avons le panari de la face palmaire de doigt, c'est le panari érythémateux ou flictinoïde, et le panari en bouton de chemise. Donc, le panari de la face dorsale du doigt, c'est le panari atrachoïde centré sur un follicule de pylon sébacé. Voilà. Donc, vous voyez les différents panari péri-inguéal. Vous voyez. Donc là, c'est un panari profond qui a évolué vers une ostéite. Donc, il y a une atteinte de l'os. Le panari de la face palmaire, voilà, qui peut atteindre aussi l'os. Le panari sous-cutané, donc le panari de la pulpe de doigt, le panari de la première et deuxième phalange et de la face palmaire, le panari de la première et deuxième phalange de la face dorsale. Voilà le panari sous-cutané de la face palmaire, donc qui a pénétré dans l'os et a donné une ostéite. Le panari profond, elle est là, vous voyez. Le panari profond, c'est une infection qui est directement en profondeur, au niveau de l'os. Elle va nous donner une arthrite, peut nous donner aussi une ostéite. Voilà. Donc, le traitement de panari. Allô? Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Le traitement de panari, nous avons le traitement de stade inflammatoire. Donc, stade 1, on met des antibiotiques, on met le malade sous antibiotiques, des bains antiseptiques et une surveillance. Voilà le stade de collection. Le stade de collection, on a dit que c'est un stade irréversible. Donc, il faut un geste chirurgical. Il faut évacuer la collection, sinon c'est irréversible. Donc, nous avons le traitement chirurgical, excision, drainage, ECB de PU, antibiotiques adaptés. Donc, on a dit que le malade doit être opéré au bloc opératoire. On fait une excision de toute la collection. Bien sûr, une étude cytobactériologique de PU et adapter l'antibiothérapie selon le résultat de l'ECB de PU. Voilà comment on traite un panari chirurgicalement. On excise, on évacue, on fait un prélèvement et on met le malade sous antibiotiques adaptés. À ne pas faire. Jamais, il ne faut jamais donner des anti-inflammatoires ni de corticoïdes aux malades. Et voilà, et quand on fait un geste chirurgical, il doit être complet. Il ne faut pas percer, juste percer le panari, il faut exciser. Voilà. Donc, résumé, donc le panari,
Donc, un panaré non collecté, c'est-à-dire au stade phlegmatique. Antibiotiques, bain antiseptique, les contrôles après 48 heures. Soit il y a une amélioration, donc tant mieux, soit il y a une aggravation. Le panaré collecté, c'est-à-dire le stade de collection, donc on fait une excision chirurgicale. Et le panari aussi, euh, après 48 heures, si le panari au stade phlegmatique évolue vers le stade collectif, c'est la même chose. Donc, il faut faire une excision chirurgicale, bien sûr, avec prélèvement et antibiothérapie adaptée. Maintenant, on passe à l'autre chapitre, c'est le phlegmon. Ça veut dire quoi un phlegmon? Le phlegmon, c'est une infection de tissus, soit de tissus sous-cutanés, ce qu'on appelle le phlegmon des espaces celluleux, soit de la gaine des fléchisseurs, ce qu'on appelle le phlegmon de la gaine des fléchisseurs. Donc, le phlegmon des espaces celluleux, définition. Il s'agit d'une infection aiguë avec tendance nécrotique et purulente, siégeant dans les espaces celluleux de la main, ça veut dire au niveau du tissu sous-cutané de la main. Vous voyez, voilà, rappel anatomique, voilà les espaces celluleux. Nous avons l'espace ténarien, l'espace hypoténarien, l'espace palmaire superficiel et profond, et nous avons l'espace palmaire médian profond, et l'espace commissural. Voilà, tous ces espaces celluleux peuvent être infectés ou toute collection au niveau de ces espaces celluleux s'appelle un phlegmon des espaces celluleux. Voilà les différentes localisations d'un phlegmon des espaces celluleux. C'est une collection purulente ou une collection au niveau des espaces celluleux selon le stade évolutif. Voilà des photos de phlegmon des espaces celluleux, un œdème très important avec une main, donc une importance fonctionnelle de la main et une douleur bien sûr pulsatile avec des signes généraux. Le diagnostic positif. Le diagnostic est aisé devant une collection rougeur, chaleur, douleur et tension des parties molles. Dès qu'on a un malade qui consulte pour ces signes-là, donc on pose le diagnostic d'un phlegmon des espaces celluleux. Il faut rechercher les signes régionaux, c'est-à-dire un ganglion épétrochléen ou axillaire, une lymphangite, des signes généraux comme la fièvre, et bien sûr complété par un bilan biologique à la recherche d'une hyperleucocytose. Voilà l'évolution d'un phlegmon celluleux. Vous voyez le phlegmon qui est monté jusqu'à l'épaule, tout le membre supérieur qui est collecté. Vous voyez le malade est en réanimation, ce sont des malades avec immunodéprimés, pardon. Donc, le traitement de phlegmon des espaces celluleux, nous avons incision drainage, prélèvement de pus et antibiothérapie adaptée. On ne traite jamais un phlegmon avec juste des antibiotiques. Donc, il faut inciser, évacuer le pus et faire un prélèvement pour une étude cytobactériologique du pus et compléter bien sûr avec une antibiothérapie adaptée. Maintenant, on passe au chapitre phlegmon de la gaine des fléchisseurs. Est-ce que vous pouvez me faire un signe, un message? Est-ce que ça marche? Un commentaire, s'il vous plaît, pour que je sache, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, un commentaire. Allô? S'il vous plaît, activez un micro ou vous faites au moins un commentaire. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de commentaire? Donc, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon?
Donc, je continue. J'attends vos commentaires. Donc, le phlegmon de la gaine des fléchisseurs, définition, c'est le phlegmon. Donc, c'est une infection aiguë de la gaine synoviale digitale de deuxième, troisième et quatrième doigt et des gaines digitocarpiennes du pouce et du cinquième doigt. Donc, comme vous le savez tous, donc nous avons le deuxième. Donc, j'entends un son. Docteur, Est-ce que c'est bon? Oui. Docteur, c'est bon. on vous entend. Vous demandez à, Très bien. vous demandez à celui. Vous demandez, docteur Mihali, Oui. Oui. vous demandez à vous demandez à celui qui organise la conférence de laisser nos micros activés pour qu'on puisse parler avec vous. Sinon, au moins un commentaire. Est-ce que vous pouvez écrire un commentaire? Si, docteur, depuis tout à l'heure, كنا نكومونتو بصح ما خرجتش. Non, خرجت خاص شي ريان الدكتور تروح للزوم باش تشوفي nos commentaires. صورة كيف باوربوينت ما تقدرش D'accord, donc je quitte. Comme ça, تروح je quitte للزوم تشوفي nos l'écran. commentaires. Ok. Mm. D'accord. En tous les cas, ça marche. C'est bien, ça marche. Oui, c'est bien. Oui, oui. Très bien. On continue Merci, comme ça. docteur. On continue comme ça. Très bien. Je vous en prie. Donc, on a dit que les phlegmons de la gaine des fléchisseurs, c'est une infection aiguë des gaines synoviales digitales de deuxième, troisième, quatrième doigt et des gaines digitocarpiennes du pouce et du cinquième doigt. Pourquoi ça? C'est parce que, comme vous voyez ici, on est sur le schéma, le deuxième, troisième et quatrième doigt, elle a une gaine qui s'arrête au niveau du pli palmaire distal. Donc, c'est une gaine digitale. Le pouce et le cinquième doigt ont une gaine digitocarpienne. C'est une gaine qui se prolonge jusqu'au poignet. C'est pour ça qu'on l'appelle digitocarpienne. Donc, le phlegmon, c'est une atteinte ou c'est une collection de l'une ou de plusieurs de ces gaines. Voilà, à la patte. Nous avons 3 stades. Donc, nous avons le stade 1, dans ce qu'on appelle la synovite inflammatoire. Il y a juste une inflammation de la gaine synoviale. Le stade 2, c'est une synovite purulente. Soit il y a une nécrose localisée au niveau de la gaine, soit une nécrose diffuse de la gaine. Le stade 3, c'est une nécrose de l'appareil fléchisseur. C'est-à-dire le stade 3, c'est la nécrose de la gaine et de tendons fléchisseurs. Donc, la synovite inflammatoire, vous voyez ici, donc c'est une inflammation. Il y a une douleur spontanée, augmenter à la pression. Donc, il faut rechercher une porte d'entrée. La synovite purulente, le stade 2, vous voyez ici, il y a bien sûr une douleur vive, pulsatile, insomniante. Il y a l'œdème, le doigt encroché. Il y a donc la tentative de réduction déclenche une douleur. Vous voyez ici un doigt, donc il y a une synovite au niveau du troisième doigt. Et quand on a abordé, vous voyez, il y a une nécrose de la synoviale, ce qu'on appelle la synovite purulente, c'est-à-dire au stade 2. Là, c'est la nécrose de l'appareil fléchisseur. C'est au début, des sérosités de la gaine avec une hyperpression, puis au niveau de la gaine, puis carrément une nécrose de tout le fléchisseur. Le traitement de phlegmon de la gaine des fléchisseurs. Donc, le stade 1, le traitement de phlegmon de la gaine des fléchisseurs est toujours chirurgical. Donc, le stade 1, on fait juste un lavage bipolaire, c'est-à-dire on aborde de part et d'autre de la gaine et on nettoie cette gaine avec un lavage bipolaire. Le stade 2, il faut exciser toute la gaine. Et le stade 3, c'est la résection de l'appareil fléchisseur et penser à une greffe de fléchisseur secondaire. Bien sûr, voilà, après sédation, après tarissement de l'infection. Là, c'est le stade 1. Donc, on aborde comme ça de part et d'autre de la gaine. On met une tubulure, on introduit une tubulure et on injecte du sérum salé. On nettoie bien. Voilà le geste.
Le stade 2, donc on aborde comme ça en zigzag, on fait une excision de la gaine, et puis on nettoie. Bien sûr, on fait le prélèvement pour une étude bactériologique, et puis on nettoie. Voilà, c'est ça ce qu'on fait. Et puis, bien sûr, au stade de la nécrose de fléchisseur, il faut enlever carrément, exciser le fléchisseur et penser à une greffe secondaire. Voilà, phlegmon des gaines. Stade 1, on fait juste un lavage bipolaire, puis pansement quotidien, mobilisation précoce et immobilisation post-opératoire entre les séances de rééducation. Le stade 2, excision de la synoviale et de la synoviale nécrosée, bien sûr. Et continuer pansement quotidien et tout. Stade 2B, la synovectomie élargie, c'est-à-dire stade 2B, c'est la nécrose de la synoviale qui est généralisée, qui n'est pas localisée. Donc là, il faut enlever toute la synoviale, lavage et faire des pansements quotidiens, mobilisation et tout. Le stade 3, c'est la résection de l'appareil fléchisseur, enlever tout le fléchisseur ou les deux fléchisseurs, pansement quotidien, mobilisation précoce, immobilisation entre les séances de rééducation et bien sûr, penser à une greffe secondaire. Je vous remercie. La déléguée, est-ce que vous m'entendez? Allô? 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 Voilà, donc on va faire notre cours, d'accord? D'accord, on peut entamer On va le rajouter un deuxième autre cours, docteur. le deuxième cours, très bien. Donc attendez, je n'ai pas compris où je suis. C'est pas facile pour moi. Donc, attendez. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez le cours? Oui, docteur, on voit le diapo. Très bien. Donc, on va entamer un deuxième cours c'est un petit cours, les fractures de poignet. Donc, au niveau des fractures de poignet, attendez, je n'arrive pas. Donc, dans les fractures du poignet, on va juste se baser sur les fractures de scaphoïde carpien. Donc, le scaphoïde carpien, on commence par généralité définition. Donc, ce sont des fractures ou traits de fracture qui touchent l'os scaphoïde carpien. Donc, le scaphoïde carpien, c'est un os de la première rangée du carpe, donc qui est le pilier externe le pilier de la colonne externe du poignet. Donc, cet os a beaucoup d'importance dans la physiologie des mouvements de poignet, dans les mouvements de poignet, pardon. Donc, vous voyez ici le scaphoïde en rouge. Est-ce que vous le voyez? Cet os a une vascularisation de type terminal. Donc, cette vascularisation de type terminal, donc, quand il y a une fracture, on peut avoir une nécrose d'une partie de cet os. On commence directement par le chapitre anapathe. Anapathe, nous avons le mécanisme lésionnel. Généralement, ce sont des fractures causées par un traumatisme bénin. C'est une chute de sa hauteur, réception sur la paume de la main, poignet en hyperextension, qu'on voit ici sur la radio, sur la photo. Donc,
les déplacements de cette fracture sont minimes. Donc, ce sont des fractures qui ne se déplacent pas d'une façon importante. Pourquoi? Parce que c'est un os qui entre plusieurs os, c'est-à-dire qui s'articule avec tous les os qui l'entourent. Donc, il a une capsule, il a des ligaments, donc il ne se déplace pas d'une façon importante. Nous avons les fractures de pôle supérieur dans 20% des cas, les fractures de col dans 70% des cas et les fractures de la base dans 10% des cas. Donc, pardon, là, je ne sais pas ce que là, j'ai... Donc, comme vous avez au niveau de votre cours Word, la classification de ces fractures, nous avons la classification de Schoenberg. La classification de Schoenberg englobe 5 stades, pardon. Nous avons les fractures de pôle. Nous avons type 1. Le type 1, ce sont des fractures polaires supérieures. Le type 2, nous avons les fractures polaires, pardon. Le type 2, ce sont des fractures corporelles hautes. Le type 3, les fractures corporelles basses. Le type 4, ce sont les fractures intertuberculaires. Le type 5, ce sont les fractures du pied du scaphoïde. Donc, les plus fréquentes... Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Hein? Allô? Est-ce que je peux continuer? Oui, docteur. Je peux? Très bien. Donc, nous avons les plus fréquentes, les fractures les plus fréquentes, ce sont les fractures intertuberculaires. D'accord? Donc, ce sont les plus fréquentes, c'est le type 4. Donc, je passe rapidement à la clinique. Là, c'est important, la clinique de la fracture du scaphoïde carpien. Donc, c'est une clinique qui est très discrète. C'est des malades qui viennent pour un traumatisme du poignet suite à une chute de sa hauteur poignet en hyperextension. Donc, il y a une petite douleur de poignet. Donc, l'examen clinique est très pauvre. Donc, on a un petit œdème au niveau de la tabatière anatomique avec une palpation, avec une douleur à la palpation de cette tabatière anatomique. Donc, nous avons aussi une douleur à la traction et rétropulsion du pouce. C'est tout ce qu'on a comme clinique. C'est tout. Donc, dès qu'on a une clinique positive, c'est-à-dire dès qu'on a ces signes, ces 3 signes, il faut évoquer la fracture de scaphoïde carpien. Donc, pour bien sûr confirmer notre diagnostic, il faut faire un bilan radiologique. Comme on a dit que c'est une fracture qui se déplace peu, il faut incidence radiologique, pardon, pour voir cette fracture. Vous voyez ici, nous avons 4 incidences radiologiques. Incidence de Schneck. Donc, nous avons le face strict. Nous avons la position de Schneck qui est un face avec un point fermé. Vous voyez ici les doigts qui sont fermés. Voilà. Nous avons un profil oblique et nous avons un profil avec une pronation à 20 degrés. Voilà les 4 incidences qu'il faut faire pour voir. دكتور Oui. معليش سمحي لي غير دقيقة Oui. ديزاكتيفي فو ميكرو باسكو راه يتقطع اللي يبغي يسقسي ولا ياكتيفي لو ميكرو صاي رانا نسمعوكم صاي سي بون ميرسي Très bien. OK. Donc, des repères radiologiques, vous voyez ici sur le profil, vous voyez le semi-lunaire et vous voyez le scaphoïde, comment il est oblique et le grand os. Donc, parce que c'est très difficile d'interpréter une radiologie de profil si vous ne connaissez pas ces profils, ces repères. Donc, on a dit que dès qu'on fait cette radio, donc soit nous avons
une image d'une fracture de scaphoïde carpien, c'est bon. Donc, on traite cette fracture selon son type et le déplacement. Soit on a une radio qui est normale, qui apparaît normale. Pourquoi? Parce qu'une fracture de scaphoïde carpien non déplacée, on ne la voit pas sur la radio. Qu'est-ce qu'on fait? En cas de doute sur une fracture, après tout traumatisme du poignet, du cap, voilà, du poignet, il faut refaire cette radio après 15 jours. Qu'est-ce qu'on fait pour ce malade? On immobilise le poignet par une manchette plâtrée, c'est-à-dire par juste une attelle, manchette, et on convoque notre malade après 15 jours, on refait la radio, et là, s'il y a vraiment une fracture non déplacée, on la voit sur la radio de 15 jours, après 15 jours, parce que on a ce qu'on appelle on a ce qu'on appelle une lise au niveau des berges de la fracture, donc on voit un trait qui est net à 15 jours. Voilà. Sinon, si on a une fracture qui est nette, qui est là, on la voit bien, donc on la traite directement. Donc, on passe au chapitre traitement. Donc, nous avons deux types de traitements, le traitement orthopédique et le traitement chirurgical. Pour le traitement orthopédique, il est indiqué dans les fractures non déplacées. Ça veut dire une fracture non déplacée, soit on la voit le premier jour, on la traite directement, soit on ne la voit pas, on convoque notre malade 15 jours après. Dès qu'on voit cette fracture, on pose le diagnostic de fracture non déplacée, on la traite orthopédiquement et voilà le traitement orthopédique. C'est une immobilisation par une manchette plâtrée en prenant la première phalange du pouce en abduction. Voilà une dorsiflexion du poignet et une pronation, une petite inclinaison radiale. Donc, c'est une immobilisation de 6 semaines, bien sûr avec des contrôles radiologiques. مرتب لينا نعالج بها الدير اخي علاش تعلموا انت شيروجيك كون طيح فيك واحد منا طيح فيها كون طيح فيك Après 6 semaines Docteur, je m'excuse. Docteur? On n'entend pas, docteur. Docteur, activez votre micro, s'il vous plaît. Docteur? c'est bon? Oui, Ça, c'est c'est bon. bon? Oui, c'est bon, on tente. Et je ne comprends pas pourquoi il se désactive tout seul. Je n'ai pas compris, Tu franchement. as désactivé votre possible. micro et tu as nous autorisé, c'est ça? Non, j'ai rien fait moi. J'ai rien fait. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. L'essentiel. Je répète d'où? 2 diapos en Nina, arrière. 2 diapos ou 3 en arrière. Du D'accord. traitement, Donc voilà. là,
Traitement. Voilà. Donc, on a dit que nous avons deux chapitres traitement. Traitement orthopédique et traitement chirurgical. Pour le traitement orthopédique, il est indiqué dans les fractures non déplacées. Seulement les fractures non déplacées. Donc, il consiste en un plâtre en manchette, c'est-à-dire c'est un plâtre qui débute à deux doigts, à deux travers de doigts au-dessous de plis de coude jusqu'aux articulations métacarpophalangiennes en prenant l'articulation, en prenant la première phalange du pouce en abduction. C'est un plâtre de 6 semaines. Donc, après 6 semaines de traitement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit on a une consolidation, tant mieux. On enlève le plâtre et on refait une radio 15 jours après pour confirmer. Soit on a un doute de consolidation, c'est-à-dire on prolonge le plâtre 4 à 6 semaines. Soit nous avons une pseudarthrose, pas de consolidation ou une nécrose. Soit une pseudarthrose, soit une nécrose, là, il faut faire le traitement chirurgical. Donc, le traitement chirurgical, 6 indications. Donc, le traitement chirurgical, il a 6 indications. Donc, c'est la fracture déplacée. Donc, c'est la fracture associée à une luxation et la pseudarthrose et la nécrose. Après un traitement orthopédique. Les moyens thérapeutiques chirurgicaux, donc nous avons le vissage de distal en proximal ou de proximal en distal. Nous avons l'embrochage et nous avons ce qu'on appelle la résection de fragments nécrosés et bien sûr la prothèse. Donc l'évolution des fractures de scaphoïde carpien. Donc c'est un os qui est très mal vascularisé. Donc c'est pour ça l'évolution, la consolidation est très lente et de mauvaise qualité. Et nous avons la pseudarthrose qui est très très fréquente. Voilà la nécrose avasculaire dans 30% des cas. C'est un os à vascularisation de type terminal. Et nous avons la pseudarthrose. Pourquoi? Parce que c'est un os qui est mal vascularisé. Donc, le traitement des pseudarthroses, vous voyez ici, le traitement des pseudarthroses. On traite beaucoup de pseudarthrose de scaphoïde carpien parce que c'est fréquent. Donc, voilà comment on traite. On enlève un greffon. On fait, c'est-à-dire, on met le greffon entre les deux fragments, c'est-à-dire on creuse au niveau des deux fragments et on met le greffon entre les deux fragments. On peut rajouter une ostéosynthèse par une vis ou un embrochage, comme on peut le laisser comme ça, et ça donne un bon résultat. Voilà. Là, c'est autre chose, c'est la luxation rétrolunaire du carpe. Donc, je ne veux pas me faire ce cours. Donc, je pense qu'on se contente des fractures de scaphoïde carpien. Est-ce que c'est bon? L'un de vous active son micro pour Oui, c'est bon, madame. parler. Oui, c'est bon. Donc, comment on fait pour les questions? Vous allez poser des questions ou là, vous allez faire des commentaires? Comment? Pas des questions pour les deux cours. Docteur, pour le deuxième cours, si le traitement orthopédique n'est pas, le résultat n'est pas bien, on passe à un traitement chirurgical. Chirurgical, bien sûr. Donc, le traitement orthopédique, on a dit, c'est un plâtre de 6 semaines. Après 6 semaines, bien sûr, avec des contrôles, le 8e jour, le 15e jour, mais après 6 semaines, soit notre fracture est consolidée. Donc, c'est bon, on enlève le plâtre. Soit elle commence à consolider parce que c'est une consolidation qui est lente. C'est-à-dire il y a un doute de consolidation. On prolonge notre plâtre, on prolonge jusqu'à 3 mois. On rajoute 6 semaines, c'est-à-dire c'est 12 semaines, 3 mois, et on verra. Soit la fracture n'est pas consolidée, c'est-à-dire il y a une pseudarthrose ou une nécrose de l'un des fragments. Là, il faut passer directement au traitement chirurgical. Comment faire comment on opère une complication, c'est-à-dire, je viens de le dire, attendez, je vais montrer. Pseudarthrose, comment on opère une pseudarthrose?
Voilà. C'est-à-dire, dès qu'on a une pseudarthrose, là, il faut opérer. On aborde notre scaphoïde, on ravive les berges parce qu'on trouvera la fracture qui n'est pas consolidée et il y a les berges qui sont là. Donc, il faut les raviver, essayer de les mettre en contact et mettre un greffon. Il faut creuser, après la réduction, bien sûr, de votre fracture, creuser au niveau de la face antérieure des deux fragments et mettre un greffon. Vous le voyez ici en marron. Voilà, on est en beige. C'est le greffon. On met un greffon entre les deux fragments et on rajoute une osteosynthèse et on attend la consolidation. C'est l'une des techniques, ce qu'on appelle la technique de Matérus. C'est une technique qui donne un très bon résultat. D'autres Docteur, questions, s'il vous plaît? docteur, Oui. s'il vous plaît, si on a un Oui. déplacement, l'attitude, c'est la même d'avoir une pseudarthrose ou une nécrose. On fait le greffon, c'est ça? Non, quand on a un déplacement, on opère. On opère, on fait une réduction de visu et on met une osteosynthèse. D'accord? Dès qu'il y a un déplacement, on ne traite pas orthopédiquement. Déplacement égale traitement chirurgical. D'accord. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Docteur, C'est bon? Oui. il y a des commentaires. Des commentaires. Donc, je dois partir. Attendez. J'ai beaucoup de difficultés à voir les commentaires. Comment faire pour voir les commentaires? Je ne sais pas comment. Docteur, je vous lis les commentaires. Voilà, je veux les voir. Je ne vois pas de commentaires, je ne sais pas. دخلي للزوم دكتور. Allez, دخلت الزوم. Voilà. في l'option تاع plus تلقاي discussion. Plus. Alors voilà. La partie Plus, ça. Voilà, discussion. Ouais. Voilà. Très bien. Ok. Donc, je ne sais pas. On n'entend pas. Troisième Sérieux, signe. tout ça. Le troisième signe clinique de fracture du scaphoïde, à part l'œdème et la douleur. Donc, le scaphoïde carpien, on a dit les fractures du scaphoïde carpien, ce sont des fractures avec des signes cliniques qui sont discrets. Donc, c'est un malade qui vient aux urgences, généralement 2 jours, 3 jours après, tellement il n'y a pas une douleur importante. Donc, il vient 2 ou 3 jours après aux urgences pour une douleur du poignet. Donc, les signes cliniques, on a un œdème au niveau juste de la tabatière anatomique. Ce n'est pas un œdème généralisé. C'est un œdème de la tabatière anatomique. Une douleur à la palpation de cette tabatière, justement, et la rétropulsion, au niveau aussi de, quand on fait une traction ou rétropulsion de pouce, donne une douleur. Voilà. Donc, nous avons œdème de la tabatière anatomique, douleur au niveau de la palpation de la tabatière anatomique et à la traction et rétropulsion du pouce. Voilà. D'autres questions? Si le trait de fracture n'est pas apparent à la première consultation, on fait quoi? Si le trait de fracture n'est pas apparent, donc on a dit que la fracture scaphoïde n'est pas déplacée, donc c'est difficile de voir le trait au premier jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la radio, bien sûr, on ne voit pas de trait, on fait une immobilisation par une attelle, juste une attelle, et on convoque le malade 15 jours après. Le malade revient 15 jours après, on refait la radio avec les incidences de Schneck et on voit le trait. S'il y a une fracture, on voit le trait après 15 jours, bien sûr. Et on immobilise soit c'est une fracture non déplacée, donc on voit le trait sans déplacement, soit il y a un déplacement dans ces 15 jours, donc il y a un déplacement secondaire, on traite chirurgicalement. Voilà. Il y a une question, toujours en cas de doute, on fait une manchette plâtrée et on convoque notre malade 15 jours après pour refaire le bilan radiologique. Voilà. Docteur, si c'est pas
si ce n'est pas traité, quelles soient les conséquences si le patient ne consulte pas. Ça veut dire quoi? Ça, si vous parlez toujours de scaphoïde. Oui. Oui, des fois, le patient ne consulte pas parce que la douleur n'est pas importante. Il pense que c'est juste une entorse de poignet ou là, il ne consulte pas. Donc, quand le malade ne consulte pas, donc la fracture non immobilisée ne va pas consolider. Donc, ça va évoluer vers la pseudarthrose. Il va consulter au stade de pseudarthrose. Donc, il faut opérer, bien sûr. Dès qu'on a la pseudarthrose, donc il faut opérer. Il n'y a pas de traitement orthopédique pour la pseudarthrose. La pseudarthrose, le traitement est chirurgical. Toujours en cas de doute, on fait une manchette plâtrée. Oui, toujours en cas de doute, on fait une manchette plâtrée. Cours de fracture de diaphyse fémorale, oui, je vais vous envoyer le cours aujourd'hui parce que la dernière fois, j'avais un problème de connexion. Donc, je vais vous envoyer le cours aujourd'hui. Donc, la différence entre fracture de scaphoïde déplacée et fracture de scaphoïde plus luxation. Donc, la fracture de scaphoïde déplacée, donc, il faut la traiter chirurgicalement. Il faut aborder et réduire la fracture de visu, mettre une ostéosynthèse. Mais une fracture de scaphoïde avec luxation, c'est une urgence de réduction. Qui dit luxation dit urgence de réduction. Il faut réduire la luxation et bien sûr réduire la fracture avec et ostéosynthèse. Docteur, on aura quand le cours de... Voilà, d'accord pour le fémur. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous envoyer le Word. Pour différencier entre les deux phlegmons, on fait quoi? Est-ce que c'est par la chirurgie? Donc, pour différencier entre les deux phlegmons, quels phlegmons? Des espaces cellulaires et phlegmons de la gaine digitale. Donc, les deux phlegmons on peut les différencier cliniquement, c'est-à-dire c'est le siège de l'œdème et de la douleur, donc qui va nous orienter soit vers un phlegmon des espaces cellulaires ou un phlegmon de gaine fléchisseur. C'est clair, c'est très facile de poser le diagnostic cliniquement. Le phlegmon des gaines fléchisseurs, on voit l'œdème le long de doigts avec un doigt en crochet. Et le phlegmon des espaces cellulaires, on voit les doigts qui sont libres, mais c'est un œdème au niveau des espaces cellulaires, soit au niveau de l'hypothénaire, soit au niveau de la loge ténarienne, soit au niveau palmaire ou dorsal. Voilà. Pour le résumé de cours de rachis, s'il vous plaît. Donc, pour le rachis, je ne sais pas, est-ce que je vais vous faire un résumé ou c'est à vous de... Moi, je préfère le laisser comme ça, lire tout le cours, mais retenir juste les grandes lignes. C'est-à-dire retenir surtout les classifications et l'examen clinique. C'est tout. Classification, les deux classifications pour le rachis cervical et le rachis dorsolombaire et l'examen clinique. Pas plus de ça. Et bien sûr, la prise en charge initiale, comment examiner, c'est-à-dire comment prendre en charge le mal initialement, l'examen général et l'examen loco-régional. Voilà. Donc, je suis où? S'il vous plaît, quoi, le traitement, le cas de Panaré je serai là, profite. Là, le Panari, donc au stade phlegmatique, donc c'est l'antibiothérapie. Sinon, au stade de collection, c'est-à-dire au stade purulent, il faut exciser et mettre, bien sûr, et faire un prélèvement et mettre une antibiothérapie adaptée. Comment on fait la différence entre arthrose et la fracture si, pardon, arthrose, je ne vois pas, voilà. Arthrose et la fracture si elle n'apparaît pas, je n'ai pas compris. L'arthrose, c'est une déformation des surfaces articulaires. Arthrose, ou pseudarthrose, je veux dire. Et la fracture, si elle n'apparaît pas, j'ai dit, il faut refaire 15 jours après et voir le trait de fracture. Docteur, permettez-moi de terminer le cours, s'il y a d'autres cours. D'accord, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions, s'il vous plaît? Pas de questions, je peux quitter la conférence. C'est bon? Docteur, le cours de rachis, est-ce que c'est disponible? Vous avez le cours de rachis, عندكم?
Est-ce que vous avez le cours de Rachis? Oui. Ok. Donc, je termine, ma conférence. Merci, docteur. Je vais appeler la déléguée par rapport au cours de Rachis et de Fémur. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci, docteur. Merci.